Dans la leçon 18, nous avions déjà introduit le principe de test d'hypothèse. Auparavant, nous avions déjà adopté des modèles a priori et nous avions remarqué que le modèle n'était pas si bien défini parce qu'il restait dépendant d'un paramètre inconnu. Dans la partie estimation, on pouvait tout simplement l'estimer et donc avoir un modèle complet. Dans cette partie-là, ce n'est pas du tout l'estimation de ce paramètre qui va nous intéresser, mais c'est plutôt un soupçon d'une certaine valeur que nous allons vérifier est-ce qu'elle est vraie ou pas. Donc, ce chapitre ou cette leçon va être consacrée aux hypothèses sur un paramètre d'un modèle. Alors, pour commencer, nous allons parler de tests d'hypothèse sur la moyenne d'une distribution. Et avant de commenter ça, je passerai au deuxième paragraphe et on verra la différence. Alors, dans le deuxième paragraphe, ce sera des tests d'hypothèse sur une proportion. Le deuxième paragraphe ne sera pas tellement différent du premier, mais il sera nuancé parce que nous avions vu que dans certaines situations, la moyenne de l'échantillon était quelque chose de naturel, mais dans d'autres, elle était un petit peu artificielle parce que les valeurs qui ont été attribuées aux observations étaient attribuées à travers un codage. Et donc, bien qu'on continue à utiliser la moyenne, ça n'a de signification que parce qu'elle représentait pour nous une proportion. Et c'est pour ça que nous allons distinguer ces deux cas, bien que le traitement va être plus ou moins uniforme. Alors, test d'hypothèse sur la moyenne d'une distribution de manière générale et le cas particulier serait évoqué après. Alors, toujours la même chose, notre point de départ c'est Y1, Y2, Yn, un échantillon tel que l'espérance mathématique de chacune des observations est notée mu, la variance de chacune des observations est notée sigma carré. C'est tout à fait normal, puisque pour nous, un échantillon, ce sont une variable aléatoire, d'abord de même distribution. Et alors, s'ils sont de même distribution, il est évident que chacune des observations a la même espérance mathématique et la même variance. Bien évidemment, pour un échantillon, il y a en plus l'indépendance des observations. On suppose que mu est inconnu et pour mu0 fixe, on s'intéresse au problème de test suivant. Donc, la moyenne de l'espérance mathématique est supposée inconnue. Bien évidemment, sigma carré pourrait être supposé inconnu, mais le paramètre d'intérêt ici, c'est mu. Alors, voilà les hypothèses auxquelles nous allons nous intéresser par rapport à ce paramètre mu. Alors, il y a H1, mu est égal à mu0, contre K1, mu supérieur à mu0. Donc, voilà l'hypothèse et voilà l'alternative. Deuxième situation, toujours H mu égale mu0, on l'appelle H2, contre l'alternative K2, c'est mu différent de mu0. Donc, rappelez-vous, ce genre d'hypothèses, nous les avions déjà vues dans la leçon précédente. Nous avions qualifié ces situations d'unilatérales et celle-ci de bilatérale. Un type nouveau de situation, c'est H3 mu inférieur ou égal à mu0 contre K3 mu supérieur à mu0. Donc voilà trois types. Je ne crois pas que nous avons ici une liste exhaustive des hypothèses, mais c'est les hypothèses qu'on rencontre le plus souvent dans la pratique. Alors, un petit mot avant de passer sur ces hypothèses, c'est que finalement, la troisième situation, nous allons le voir, n'est pas très différente de la première. De toutes les façons, l'alternative est la même, bien que ici il est noté K1 et ici K3, mais c'est la même chose. Mais l'hypothèse H1, elle n'est pas H3, parce que là c'est l'égalité, mais ça c'est l'inégalité large. Même chose, ici c'est la même hypothèse, mais on la note H1, H2 pour se référer à chacun de ces problèmes. Donc pour nous, H1, K1 c'est la première situation, H2, K2 c'est la deuxième, et H3, K3 c'est la troisième
situation. Et je répète, on va essayer de montrer que la troisième situation, bien qu'elle apparaît très différente de la première, mais en fait, elle ne l'est pas. Et donc, le traitement va être le même. C'est la deuxième situation qui est vraiment différente des deux. Alors, en général, l'hypothèse à tester, aussi bien que l'hypothèse alternative, sont déterminées à partir du contexte du problème étudié. Donc, nous n'allons pas nous amuser à énumérer les différentes possibilités d'hypothèses alternatives. C'est le problème entre les mains que nous sommes en train d'étudier qui va nous dicter quel choix d'hypothèse et quel choix d'alternative. C'est ce que j'avais expliqué dans la leçon précédente pour ce qui est de l'équilibre de la pièce de monnaie et de l'alternative qui aurait pu être tout simplement favoriser pile systématiquement par rapport à face ou bien n'avoir aucune idée. Et dans ce cas-là, c'est tester l'alternative, la pièce n'est pas équilibrée tout simplement. Donc, ce n'est pas du tout une situation mathématique. Nous ne travaillons pas avec des hypothèses mathématiques. Les hypothèses viennent du problème que nous sommes en train d'étudier et d'éventuelles connaissances que nous avons sur ce problème, bien évidemment, par rapport aux paramètres P inconnus que nous ne cherchons pas à estimer, comme je l'ai dit, dans ce contexte, mais sur lequel nous cherchons à tester une hypothèse. Alors, un exemple, un anesthésiste prétend qu'une dose d'anesthésie endort un patient pendant plus ou moins 1 heure selon les patients. Alors, bien évidemment, quand on dit pendant plus ou moins 1 heure, ce n'est pas beaucoup plus qu'1 heure, ce n'est pas beaucoup moins qu'1 heure, mais que les choses restent aux alentours d'1 heure. Voilà donc la prétention, c'est que la dose d'anesthésie endort un patient pendant à peu près 1 heure selon les patients. Alors, a priori, comme l'hypothèse alternative, on est intéressé par un effet de beaucoup plus ou de beaucoup moins qu'1 heure. Donc, a priori, si nous n'avons aucune idée, c'est ça le choix de l'alternative du moment que l'hypothèse a été déjà fixée. Si Y est la durée de l'effet sur un patient et mu, c'est l'espérance de cette durée, Y, alors on teste H2 contre K2. Donc H2, égalité d'un paramètre à une valeur donnée, qui est 1 heure ici, et K2, c'est tout simplement différent de ce paramètre, que ce soit par excès ou par défaut. Donc à ce niveau-là, nous n'avons aucune information. L'alternative serait, ce n'est pas 1 heure, c'est peut-être plus, c'est peut-être moins. Alors, si on est beaucoup plus concerné par un effet excessif de cette dose, puisqu'on croit qu'un effet insuffisant a toujours un remède. Les hypothèses à tester sont du type H1 contre K1 ou H3 contre K3. Alors là, si vous voulez, nous estimons que le truc à vérifier, c'est que cette dose n'endort pas un patient beaucoup plus longtemps qu'1 heure parce qu'il y a un danger. Alors que si jamais ce patient commence à manifester des signes de réveil, on peut tout simplement lui rajouter une petite dose et continuer l'opération. C'est une hypothèse. Je ne crois pas que moi je suis chirurgien pour apprécier cette hypothèse-là dans ce sens. Mais je dis que si, avec le chirurgien, on peut se dire que le plus dangereux, c'est que cette dose fait endormir un patient beaucoup trop longtemps et il y a risque qu'il ne se réveille pas. Dans ce cas-là, l'hypothèse, c'est H1 contre K1 ou H3 contre K3 et non pas H2 contre K2. Donc, voilà comment on peut arriver à formuler à la fois l'hypothèse et l'alternative. Alors, on décide de prendre un échantillon aléatoire de n cobayes, des singes par exemple. Donc, généralement, dans des tests d'hypothèse de ce genre, puisque l'expérience est risquée, nous ne savons pas encore où est-ce qu'elle va mener, ce n'est pas sur des humains que nous allons la tester, mais c'est plutôt sur ce qu'on appelle des cobayes. Donc,
bien évidemment, il faut que la réponse de ces cobayes à cette dose d'anesthésie soit plus ou moins similaire à la réponse des humains, puisque après tout, c'est aux humains qu'elle va être appliquée. Alors, si YI est la durée de l'effet de la dose sur le IM cobaye, on se base sur la moyenne des YI, YM, la moyenne des YI, pour construire le test. Donc, nous avions déjà dit que pour construire un test, il faut d'abord choisir une statistique. Ici, la statistique proposée, c'est la moyenne des réactions des différents patients pris dans cet échantillon à cette dose. Voilà le choix de la statistique. Il suffira maintenant de faire la partition de l'ensemble des valeurs possibles de cette statistique pour, comme on l'a déjà vu dans la leçon précédente, construire une région A d'acceptation de l'hypothèse nulle et une région R de rejet de cette hypothèse-là. Alors, on distinguera le cas où n est grand et n petit. Donc, on va distinguer deux situations. La situation où on a un nombre assez réduit de cobayes et la situation où on peut se permettre d'avoir un nombre assez important. Alors, déjà à ce niveau-là, on commence à prendre un petit peu conscience du fait que le choix de n grand, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours à notre disposition. Un cobaye, bien que ce n'est pas un humain, mais du point de vue matériel, il peut nous coûter cher. Donc, on ne peut pas tout simplement se permettre de dire aller chercher 1500 cobayes pour faire cette expérience et être dans une situation confortable où on peut, si vous voulez, réduire les erreurs au maximum. Donc, nous allons quand même distinguer la situation où n est grand et n est petit. Alors, dans le premier cas, où n est grand, on approxime la distribution de Ym par une distribution normale, puisque c'est permis, n étant grand. On notera P0, la probabilité associée au choix du paramètre mu égale à mu0. Donc, quand on notera P0, ça veut dire que pour nous, la normale, les YI sont normales et leur espérance mathématique, c'est cette valeur, pour nous connue, qui est égale à mu0. Dans l'exemple, c'est 1 heure. Alors, cas où n est grand, puisque nous avions dit que nous allons distinguer les deux cas. Alors, pour tester H1 contre K1, on rejette H1 si la valeur absolue de Ym moins mu0 est supérieure à C. Ym est la moyenne des valeurs observées YI des YI. Donc, l'hypothèse étant, comme on l'a déjà dit avant, bilatérale, le test sera bilatéral. Et en général, les tests bilatéraux sont définis à l'aide de valeurs absolues. Et l'unilatéral, on rejettera quand la différence sera supérieure à une constante sans valeur absolue, puisque ce sont des grandes ou des petites valeurs qui vont nous mener à rejeter ou à accepter, alors que pour les bilatérales, c'est plutôt des valeurs dans un intervalle contre des valeurs à l'extérieur d'un intervalle, c'est-à-dire petites ou grandes. Ym ici est la moyenne des valeurs observées YI des grands YI. Donc, c'est les valeurs dont on va disposer une fois l'expérience est réalisée, et c'est sur ces valeurs-là que nous allons nous baser pour décider est-ce que la durée de vie, de l'anesthésie, c'est 1 heure ou beaucoup moins ou beaucoup plus. Alors, la constante C est déterminée par la relation qu'on s'est déjà proposée avant, qui consiste à dire que l'erreur du première espèce, qui est censée être majorée par c'est alpha 0, on la prend égale, et on a déjà expliqué pourquoi. Le désir, c'est pour qu'elle ne dépasse pas alpha 0, mais le réalisme nous pousse à la prendre avec l'égalité, ou à partir de P0, en inversant l'inégalité ici, on prend 1 moins alpha 0. Donc c'est la même chose, soit avec ça, alpha 0, soit avec ceci inférieur ou égal, et c'est 1 moins alpha 0, puisque la somme de ces deux probabilités, c'est 1. Alors, si sigma carré, qui est la variance des observations, on a vu dans le chapitre, dans la leçon 14, que si n est grand, on peut, sous H1,
quand on suppose que la durée de vie, c'est 1 heure. Approximer la distribution de Z, qui est égale à Y1 moins mu0 sur, que multiplie racine de n, le tout sur sigma, par une normale standard. Alors, en général, ce qu'on devait mettre ici, c'est l'espérance de Ym qui est mu. C'est comme ça qu'on l'avait choisi. Mais là, puisque nous travaillons sous l'hypothèse H1, mu sous H1, c'est en fait mu0. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre mu0 ici et dire que si cette hypothèse-là est vraie, c'est ceci qui serait une normale standard. Alors, P0, que Ym est comprise entre mu0 moins C et mu0 plus C, c'est 1 moins alpha 0. Et nous pouvons maintenant passer à Z en enlevant mu0 et en divisant par la quantité par laquelle vous divisez pour finalement arriver à encadrer Z par ces deux quantités-là. Et ça reste toujours 1 moins alpha 0 puisque nous travaillons à l'intérieur de la parenthèse en arrangeant les choses pour faire apparaître le Z. Maintenant, si le niveau de signification du test, la valeur que l'erreur de première espèce ne doit pas dépasser, est choisie comme étant alpha 0 est égal à 0,05. Alors, de la table d'une normale standard, puisque là, nous approximons pas Z par une normale standard, on a cette constante-là, qui est ici, et l'opposé de cette constante-là, c'est 1,96. Et donc, notre C est calculé comme ça, c'est 1,96 fois sigma divisé par racine de n. Donc, dans toute cette expression de C, la seule chose qui risque de nous poser problème, c'est le sigma, parce que la variance, elle peut ne pas être connue. Bon, la constante C dépend de sigma, qui peut être inconnue. Dans ce cas, le cas où n est grand, on estime sigma par la racine carrée de la variance de l'échantillon, puisque avec n grand, cette variance-là, le carré de ceci sens le 1,5, ou la racine carrée n'est pas vraiment très différente du sigma. Donc, n grand, sigma, ne pose pas de problème. Nous pouvons tout simplement l'estimer et substituer ce S à la place du sigma. Alors, puisqu'on suppose que n est grand, S est très proche de sigma, et alors, pas de problème. Alors, pour tester maintenant H2 contre K2, deuxième situation, on rejette H2 quand Y1 moins mu0 supérieur à C. Donc, la règle de décision est la même, sauf que nous avions enlevé la valeur absolue. Pour ce quoi? Parce que ici, comme je l'ai dit, cette situation, c'est la situation dans laquelle la dose a un effet inférieur à 1 heure ne nous pose pas de problème. C'est beaucoup plus grand qu'1 heure qui risque de nous poser problème, et donc nous allons rejeter l'heure quand ceci est grand et non pas quand ceci est grand ou petit. Et alors, pas de valeur absolue, nous travaillons tout simplement avec la différence. C est calculé sous H2, l'hypothèse que mu est égal à mu0, à partir toujours de la même expression, mais là, nous n'avons pas un encadrement puisqu'il n'y a pas de valeur absolue. Nous avons tout simplement cette quantité-là inférieure à cette quantité-ci est égale à 1 moins alpha 0. Donc, attention, la situation, on est dans le cas unilatéral, le test, il est, lui, unilatéral. Donc, on va rejeter quand Ym est d'un côté à gauche par rapport à une constante et que la probabilité d'être de ce côté-là, c'est 1 moins alpha 0. Pour n grand, toujours, la table de la normale standard donne la valeur de cette quantité-là, qui est dans cette situation de test unilatéral 1,645, qui ne diffère pas beaucoup de l'autre, mais il est différent dans la mesure où nous n'avons pas travaillé avec une valeur absolue, et donc on doit s'attendre à ce que la constante est légèrement différente de ce que nous avions eu tout à l'heure quand on testait H1 contre K1. Toujours la même chose, sigma, qui risque de nous poser problème, est estimé, on estime sigma par S, comme on l'avait fait dans le cas bilatéral. Donc, pas de problème, on est dans le cas où n est grand, on peut nous permettre d'utiliser à la place de sigma
une valeur qui lui est très très proche, puisque là, nous sommes avec une taille d'échantillon, avec un nombre d'observations assez élevé. Deuxième cas, c'est le cas où n est petit. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout simplement traiter ce problème comme étant un problème mathématique et faire des hypothèses mathématiques. On peut prendre n grand quand c'est possible, mais des fois, on peut suggérer à ce que l'expérience soit faite avec un nombre de cobayes assez élevé, mais les gens du laboratoire risquent de s'opposer à cette suggestion et nous dire que ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, il faut envisager aussi le cas où n est petit. On ne traite ici que le cas normal, c'est-à-dire on supposera que les YI sont exactement normales mu sigma carré. Bien évidemment, ça ne sera pas le seul cas. Il y aura un autre cas avec n petit qu'on traitera, mais plus tard. Mais dans cette leçon, nous allons nous limiter, dans le cas où n est petit, au cas où nos données sont supposées normales. Bien évidemment, le mu et le sigma carré pourraient être, enfin, le mu, c'est le paramètre d'intérêt est inconnu, mais le sigma carré pourrait aussi être éventuellement inconnu. Alors là, pour S, nous avions déjà vu ça. Sans le 1,5, c'est ce que nous avions appelé variance de l'échantillon. Donc le carré de ce S, c'est la variance de l'échantillon. Le test est basé sur la statistique T, définie par n1,5 yn moins mu0 sur grand S, qui, sous H1, pardon, a une distribution de students à n-1 degré de liberté. Je dis H1 donc H2, puisque j'ai vu que bien que j'avais appelé H1 et H2, c'était toujours la même chose. Quand je parle de H2, c'est pour tout simplement dire que je me réfère à la deuxième situation. Mais c'est toujours mu égale mu0, que ce soit H1 ou H2. Alors, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à ce que nous avions fait pour n grand? Pour n grand, il y avait un sigma ici. Et on l'estimait par une estimation, c'est-à-dire par un nombre. Et le nombre était proche de la valeur puisque la taille de l'échantillon, le nombre d'observations était grand et le permettait. Ici, nous ne faisons pas ça. Nous allons substituer le sigma qui est inconnu par une autre statistique, c'est celle-ci. Donc, et non pas par un nombre. C'est une statistique qui est, si vous voulez, la racine carrée de S carré qui est la variance de l'échantillon. Donc, c'est ça le nouveau. Nous ne cherchons pas à remplacer sigma par un nombre, mais nous remplaçons aussi sigma par une autre statistique, c'est celle-là. Ce rapport-là, c'est une statistique qui est la distribution de students à n-1 degré de liberté. Donc, tout à l'heure, on a remplacé sigma par le petit s, qui était un nombre qui n'était pas loin de sigma, puisque le n était connu, et nous avions travaillé avec une normale. Maintenant, nous avions enlevé, au lieu du petit s, nous avions mis carrément la statistique dont le petit s serait une valeur observable. Mais le rapport n'est plus une statistique qui a une distribution normale, mais c'est une statistique qui a une distribution de students à n-1 degré de liberté. Et donc, pour le calcul des constantes, comme on va le voir, c'est à une autre table qu'il faut se référer pour trouver la constante, qui va faire la partition de l'ensemble des valeurs possibles de la statistique. Alors, on rejette H1 pour K1 quand la valeur absolue de T est supérieure à C. Et donc, tout ceci, puisque ça c'est la valeur observée de la statistique T, grand T que nous avions vu il y a un instant, supérieure à C. La constante C est obtenue à partir de cette relation, sous H1 bien sûr, puisque là j'ai mis 0, ça veut dire que je travaille avec mu égale mu0. Et pour alpha 0, à titre d'exemple, pris comme étant 5%, et n, le nombre d'observations c'est 10, la table de students à n-1 qui est ici 9, puisque n égale à 10, nous donne C est égal à 2,26. Donc, je rentre dans une table de students avec 9 degrés de liberté et le choix du seuil, c'est 0,05 et il me donne la valeur de C qui est égale à 2,26. On rejette H2 en faveur de K2
quand t est supérieur à c, et donc quand cette quantité-là, qui représente la valeur petit t observée du grand T, est supérieure à cette même constante c. La constante c est obtenue à partir de cette relation qui nous est maintenant familière, bien évidemment avec 0 ici, donc on calcule sous H2, mu est égal à mu0. Pour toujours alpha 0 qui est égal à 5% et toujours n qui est égal à 10, la table de students, bien évidemment, à 9 degrés de liberté, 10 moins 1, nous donne une constante C qui est légèrement différente de celle que nous avions vue avant et qui serait 1,83. Donc maintenant, nous avons notre statistique T, voilà sa valeur observée petit t, notre constante elle est là, nous avons une règle de décision. Si t dépasse cette valeur, la dose endort de manière significative les patients beaucoup plus qu'une heure. Mais sinon, l'avancée que la dose ne dépasse pas une période d'une heure est acceptée. Donc nous avons bien une règle de décision, une statistique, une constante qui nous permet de partager pour dire que lorsqu'on est d'un côté, la dose fait endormir les patients de manière significative, plus qu'une heure, sinon il n'y a pas à s'inquiéter, c'est bon. Elle nous endort les patients une heure, ou éventuellement moins, mais là on s'est dit, pas de problème, s'il les endort moins, on peut toujours rattraper la situation. Ce qui risque de nous poser problème, c'est le fait qu'il les endort beaucoup plus. Et je crois que pour les anesthésistes, en général, c'est le grand problème, qui est accompagné de risques. Hein. Alors, on peut montrer que le test de H3 contre K3 est le même que celui de H2 contre K2, car ce dernier, le test de H3 contre K3, rejette aussi H2 quand Ym moins mu0 supérieur à C, donc quand Ym moins mu0 grand, elle accepte quand Ym moins mu0 est petit. Alors, pourquoi en fait ces deux tests sont pratiquement les mêmes? Parce que bien que dans la première situation, notre objectif c'était de vérifier que la durée, l'effet de la dose était à peu près une heure. L'alternative, on l'avait spécifié comme étant plus d'une heure. Moins d'une heure, ça ne nous intéressait pas. Mais on s'est dit que moins d'une heure, on pouvait la mettre en faveur de la prétention de l'anesthésiste. Donc, en fin de compte, de manière implicite, nous avions proposé un test pour cette situation. Et c'est à peu près la même chose. Un autre exemple pour voir que ces deux hypothèses, ces deux situations peuvent être traitées de la même façon. Vous avez une maladie qui est répandue dans une population. On prétend que la proportion de cette maladie dans la population est de l'ordre de 5%. Alors, la valeur à laquelle nous allons comparer la proportion, c'est un nombre, c'est 5%. Mais c'est quoi le truc qui doit être faux? Si c'est supérieur à 5%. Parce que si c'est inférieur à 5%, c'est en faveur des autorités médicales qui prétendent que ce n'est pas très grand. Donc, en disant que c'est 5%, pour, si vous voulez, les infirmer, il faut montrer que c'est supérieur à 5%. Ce n'est pas inférieur à 5%, parce que si c'est inférieur à 5%, c'est en leur faveur, c'est en disant qu'ils ont raison. Et ils ont même exagéré un petit peu en disant que c'est 5%. Donc, le contraire de 5% dans ce contexte, ce n'est pas inférieur, c'est plutôt supérieur. Donc, c'est à peu près la même situation. Alors, il faut noter que l'erreur du première espèce n'est pas associée à mu0 seulement, puisque dans le cas où on parle d'une hypothèse mu est égal à mu0, l'hypothèse ne contenait qu'une seule valeur de mu0. Donc, pour calculer l'erreur de première espèce, il suffisait de calculer la probabilité sous mu0. Maintenant, l'hypothèse, ce n'est pas uniquement mu égal à mu0, c'est mu inférieur ou égal à mu0. Donc, l'erreur du première espèce ne va pas concerner uniquement la valeur mu0. Il va concerner toutes les valeurs inférieures ou égales à mu0. De la même façon, l'erreur du deuxième espèce va concerner toutes les valeurs faisant partie de l'alternative, c'est-à-dire strictement supérieures
à mu0. Alors, nous, on s'est dit que dans tout problème de test d'hypothèse, il va falloir fixer un seuil de signification pour l'erreur du première espèce. Et dans ce cas-là, il ne suffit pas de vérifier que ceci est égal à alpha 0. Donc, on peut montrer que pour tout mu1 qui est dans H3, c'est-à-dire inférieur ou égal à mu0, on a la probabilité sous ce mu1, noté P1, que y1 moins mu1 supérieur à c, elle reste dominée par la probabilité sous mu0 que y1 moins mu0 supérieur à c. Et alors, si celle-là, elle est dominée par alpha 0 ou même égale, celle-ci reste dominée par alpha 0. Et alors, peu importe le choix de la valeur de mu dans l'hypothèse, l'erreur de première espèce restera dominée, majorée par alpha 0, et donc il ne va jamais dépasser cette valeur, non seulement pour la valeur particulière mu0, mais pour toute autre valeur faisant partie de cette hypothèse H3. Ceci, c'est un peu nécessaire, parce que sinon, on aurait un problème. Alors, j'en arrive à la deuxième partie, qui n'est pas vraiment une deuxième partie, mais qui mérite un traitement un petit peu particulier, qui va concerner plutôt les proportions, donc test d'hypothèse sur une proportion. Alors, un exemple, dans une population, la proportion des individus atteints par une maladie est P, inconnue, faisant partie de l'intervalle 0,1 ouvert des deux côtés. On l'a déjà expliqué qu'il fallait exclure le 0 et le 1 parce que c'est irréaliste de dire que la maladie est une épidémie, donc elle touche tout le monde, ou elle n'existe pas et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème d'intérêt. Alors, notre objectif est de vérifier l'hypothèse H, P inférieur ou égal à P0, choisie comme étant 10%, donc 0,10. Donc, si vous voulez, on peut dire que ce qui est avancé ici, c'est que cette maladie existe bien dans la population, mais ce n'est pas une épidémie. La proportion des individus dans la population qui peuvent être affectés par cette maladie ne dépasse pas 10%. Donc, vérifions cette hypothèse-là. Alors, pour cela, on prend un échantillon aléatoire de n individus. Et yi est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si le ième individu dans l'échantillon est atteint, 0. Si elle est 100, il n'est pas atteint. Alors, c'est ce type de variable aléatoire qui nous fait parler de proportion et non pas de moyenne. Tout simplement parce que si tout à l'heure, dans l'exemple d'anesthésie, les YI étaient de vraies durées d'endormissement d'un patient, ici les YI prennent des valeurs qui semblent être un codage et non pas des valeurs numériques ayant une certaine signification. Donc quand on prend YI égale 1, c'est tout simplement pour reconnaître que le IM patient est malade. Et quand c'est 0, le IM patient n'est pas malade. Donc c'est une convention. Mais j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que cette convention, bien que arbitraire, pourrait avoir une signification. Alors, la signification est la voilà. La moyenne YM des YI est la proportion des individus atteints dans l'échantillon. Eh bien, ce choix-là, bien qu'il était arbitraire, il est approprié puisque nous revenons à la moyenne des observations, mais au lieu que ce soit une moyenne des observations comme si les valeurs avaient une certaine signification, ben, le numérateur, on l'a déjà vu, c'est un compteur qui nous compte le nombre d'individus malades dans la population, donc un Y qui est 1 si l'individu est malade est 0 sinon, donc le numérateur c'est un compteur, et le dénominateur c'est pour relativiser ce compteur et donc tomber sur une proportion. Alors, l'hypothèse alternative est ici, de manière claire, K, P supérieur à 0,10. Donc là, il n'y a aucune raison de penser à une autre alternative
puisque la prétention, c'est que la maladie ne dépasse pas 10%, bah, le contraire, ici, serait la maladie est beaucoup plus répandue, donc la proportion dépasse 10%. Et alors, on rejette H, c'est-à-dire que P ne dépasse pas 10%, si Ym moins 0,10 est supérieur à C. Ce n'est pas, encore une fois, une formule mathématique. C'est quelque chose de tout à fait naturel, parce que ceci, c'est la proportion des individus malades dans l'échantillon. Alors, quand on élève 10%, qui est la prétention de proportion de malades dans la population, la différence serait l'excès de malades dans l'échantillon par rapport à ce 10%. Donc, si cet excès-là est très grand, nous disons que l'hypothèse n'est pas vraie. Donc, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, nous ne pouvons pas tout simplement prendre la différence supérieure à 0, mais il faut que cet excès-là dépasse un peu plus 0 pour que finalement on puisse dire que la prétention que le nombre de malades ou la proportion ne dépasse pas 10%. Alors, la constante C est déterminée par la probabilité sous P égale à P0, donc 0,10, que cet excès-là est égal à alpha 0. Alpha 0, c'est toujours un seuil raisonnable qu'on doit choisir pour répondre à un certain besoin. Et j'avais déjà dit qu'en général, c'est 0,05, donc 5%. Et je reviens encore une fois pour dire que le fait d'indexer P par 0 indique que nous travaillons avec un choix de P qui est égal à P0. Et donc, de ce fait, la moyenne des observations multipliée par n, c'est la somme des observations, donc c'est une binomiale n P0. P0, c'est cette valeur-là, 0,10. Alors, dans le chapitre précédent, on a vu comment calculer C en signalant que ce calcul est lent quand n est grand. Nous l'avions déjà vu. Dans ce cas, on peut contourner ce problème en approximant la distribution sous H de Ym par la distribution normale P0, P0 fois 1 moins P0 sur n. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ceci? C'est la normalité, tout simplement, parce que l'espérance de Ym, c'est P, quand on ne connaît pas P. Maintenant, nous travaillons sous H, c'est-à-dire nous supposons que P est égal à P0. Et alors, l'espérance de Ym, sous cette hypothèse-là, c'est P0. Même chose pour sa variance. De manière générale, quand on ne connaît pas P, la variance de Ym, c'est P facteur de 1 moins P sur n. Là, nous travaillons sous H, donc nous supposons que P est égal à P0, et alors la variance, c'est bien ceci. Donc, ce qui est supposé ici, c'est tout simplement l'approximation par une normale, mais le choix de la moyenne de l'espérance et de la variance de cette normale, il est dicté par, si vous voulez, le fait que nous travaillons sous H, donc la valeur de P étant supposée égale à P0. Alors, si on prend sigma n et on le pose égal à P0 facteur de 1 moins P0 sur n à la puissance 1,5. Ça veut dire, sigma n, c'est l'écart type de la moyenne sous l'hypothèse HP est égal à P0. Nous avons donc la probabilité que Ym moins 0,10 supérieur à C est égale à la probabilité sous 0 en s'arrangeant pour enlever et diviser par la même chose. Ym moins P0 divisé par sigma n supérieur à C divisé par sigma n. Alors pourquoi toute cette gymnastique? Cette gymnastique, c'est tout simplement pour arriver à faire apparaître une variable aléatoire qui est dont la distribution est approximée par une normale standard, normale 0,1. Donc la probabilité sous z supérieur à c sur racine de n est c'est avec z normale standard. Avant de passer à autre chose,
je le rappelle encore pour la énième fois. L'approximation normale, pas besoin d'aller vers Z. YM avait cette approximation. NYM avait cette approximation pour l'espérance et la variance appropriée. Donc, pour chaque choix de la statistique, nous avons une espérance et une variance associées à ces statistiques. Si nous faisons cette gymnastique pour se ramener à Z, c'est tout simplement pour se référer à des tables existantes, normales, pour ne pas faire des calculs. Mais si on veut faire des calculs, nous disposons de moyens pour le faire, et bien on peut le faire ici. Mais le fait de vouloir se ramener à une normale standard, c'est pour tout simplement se référer à une table de normale et tirer la constante de la manière convenable. Alors, si nous choisissons alpha 0, comme on a l'habitude de le faire, 0,05. La constante C, il est égal à cette valeur-là tirée de la table d'une normale standard, qui est 1,645, multiplié toujours par le sigma n que nous avions posé comme étant l'écart type de la moyenne des observations. Si maintenant nous prenons n égale à 100, le C a une valeur, c'est cette valeur-là multipliée par la valeur que nous obtenons pour sigma n, 0,03, et c'est approximativement 0,05. Très bien. Nous avons une statistique et nous avons une constante C. On peut donc rejeter H si YM est supérieur à cette constante. Nous avons donc donné la règle de décision dans ce contexte. Je crois qu'on en dira plus quand on aura vers d'autres situations. Ce que je pourrais dire maintenant pour clore cette leçon, c'est qu'il doit y avoir certainement des questions à propos de ce que nous avions dit, ou éventuellement une demande d'exercice. Alors, pour cela, je vous demande tout simplement de vous référer au site web Inunetuno, et pour y accéder, il suffit de cliquer sur Mednetu et merci.